On remercie encore les militants du Parti communiste de nous avoir permis d'avoir un stand à la Fête de l'Humanité et de pouvoir organiser un débat avec eux et avec tous ceux qui partagent les objectifs d'une transformation nécessaire de la société capitaliste dans des perspectives communistes. Et donc, Nathalie Arthaud va faire une allocution pour expliquer ce que Lutte ouvrière entend par casquette communiste aujourd'hui. Allocution qui sera suivie ensuite par un débat. Donc, je passe la parole tout de suite à Nathalie Arthaud. Bonjour à tous. Donc en effet, le titre de ce débat, c'est qu'est-ce qu'être communiste aujourd'hui? Alors ce qui l'a inspiré, c'est entre autres les discussions qu'il y a en ce moment dans le Parti communiste, puisqu'il est en train de préparer son congrès en novembre. Et donc il y a une série de textes d'orientation qui sont en discussion, qui tous se revendiquent du communisme. Alors on s'est dit, eh bien finalement, Lutte ouvrière va apporter sa petite contribution au débat. Alors qu'est-ce qu'être communiste? Alors pour entrer dans le vif du sujet, et pour mettre aussi le doigt sur les aspects essentiels à discuter, eh bien je commencerai par dire ce que ce n'est pas. Être communiste, ce n'est sûrement pas être de gauche, c'est-à-dire dans le même camp que Mitterrand, Hollande, Hamon ou Mélenchon. Être communiste, ce n'est pas être électoraliste et considérer que le sort des exploités, des travailleurs, peut changer au travers des élections. Ce n'est pas non plus défendre des idées nationalistes ou protectionnistes, qui toutes assimilent les intérêts des travailleurs à ceux de la bourgeoisie. Et être communiste, ce n'est pas non plus se définir comme démocrate ou républicain, en faisant mine d'ignorer que c'est la bourgeoisie qui domine toute la société. Et pour finir, être communiste, ce n'est pas seulement être humaniste et vouloir combattre telle ou telle oppression. Être communiste, c'est avoir pour but de renverser le capitalisme et la bourgeoisie qui domine économiquement et politiquement pour construire un pouvoir ouvrier, le seul véritablement capable d'organiser une économie qui fonctionne au service de la population et qui est le seul qui est capable de sauver l'humanité de l'abîme dans lequel le capitalisme nous plonge. Alors je vais expliquer tout cela. Beaucoup de maux rongent la société. Le chômage de masse, la pauvreté, le sous-développement, la guerre commerciale, le parasitisme et la menace permanente que fait planer la finance sur l'économie, les problèmes climatiques, les ravages sur la planète, la montée aussi de l'extrême droite et l'emprise croissante des idées réactionnaires que les migrants subissent de plein fouet. Il y a aussi les foyers de guerre qui menacent continuellement de se transformer en une guerre plus générale parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalité des grandes puissances. Alors tout cela suscite beaucoup d'inquiétude, de la révolte et même parfois de l'engagement. Sur le terrain de la défense de l'environnement, il y a des milliers d'associations. C'est vrai aussi pour exprimer une solidarité, organiser une solidarité vis-à-vis des migrants. Et puis, il suffit de faire le tour ici, de se balader dans les allées de la fête de l'UMA pour voir qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui s'engagent contre tel ou tel méfait de la société. Mais combien d'entre eux réalisent que tous ces fléaux découlent du capitalisme ? C'est-à-dire d'un système qui est basé sur l'exploitation, qui est dominé par la bourgeoisie et qui, du haut de son capital, impose ses intérêts et sa vision à toute la société. Être communiste, cela commence par comprendre cela. C'est expliquer que tous ces méfaits, ils sont le fruit du capitalisme, et d'un capitalisme en crise qui ne peut que les aggraver.
je veux développer un peu cet aspect, parce qu'on est dans une situation économique et politique qui est grave. La crise économique, elle est devenue en fait permanente. Elle est endémique au capitalisme. Cette crise, elle s'explique fondamentalement par le fait que le capitalisme a développé des forces productives, des capacités de production qui sont bien supérieures aux capacités d'absorption des marchés, qui sont bien supérieures aux capacités donc, de la consommation, parce que ces marchés, eh bien, ils ne sont pas extensibles à l'infini. Du fait de la saturation des marchés, la bourgeoisie ne peut plus accroître ses profits en développant sa production. Alors, pour accroître ses profits, eh bien, elle a deux solutions. Première solution, aller piquer des parts de marché à son concurrent, c'est-à-dire mener une guerre commerciale tous les jours. Que cette guerre commerciale, d'ailleurs, elle prenne la forme du protectionnisme ou qu'elle prenne la forme du libre-échange. Et la deuxième solution que la bourgeoisie a aujourd'hui pour accroître ses profits, eh bien, c'est d'aggraver l'exploitation, c'est-à-dire l'extorsion de la plus-value aux travailleurs. À cela s'ajoute le poids extraordinaire qui est pris par la finance. La finance, elle rajoute du parasitisme à tout ça. Et puis aussi, elle joue un rôle déstabilisateur supplémentaire. La finance amplifie l'instabilité économique et elle rend l'économie encore plus chaotique. Au moindre trou d'air dans l'économie, à la moindre secousse politique et même en fait à la moindre incertitude, eh bien, les capitaux peuvent refluer, peuvent sortir d'un pays, peuvent aller se placer ailleurs et aggraver la situation. Ça marche quand, au contraire, il y a de la croissance. Ça a été vrai, par exemple, pour ce qui est de la Turquie, pendant toute une période où le pays affichait un taux de croissance de 6, de 7, de 8% et où les capitaux ont afflué. Aujourd'hui, eh bien, c'est exactement le phénomène inverse. Et on se retrouve en Turquie, mais c'est la même histoire en Argentine, face à une crise, avec une dévaluation de la monnaie, avec une inflation galopante, que, bien sûr, les travailleurs plaignent dans la figure. J'insiste sur cette crise économique parce que, dans ce stade pourrissant du capitalisme, on ne peut aller que de crise en crise. On ne peut aller que vers une lutte de classe plus féroce. Et on ne peut aller que vers des tensions internationales ravivées par une guerre commerciale exacerbée. Et en plus de toutes ces menaces économiques, il y a aussi la menace politique. On voit très bien que la crise économique, eh bien, elle nourrit les idées réactionnaires et elle nourrit la montée de l'extrême droite dans quasiment tous les pays. On peut faire le tour de l'Europe. Récemment, il y a eu les élections en Suède. Ce n'est pas le pays qui est dans la situation la pire au niveau économique. Mais regardez comment l'extrême droite aussi en Suède monte. Et puis, c'est vrai, on l'a vu en Italie avec l'arrivée au gouvernement d'un ministre de l'Intérieur comme Salvini. Et c'est vrai, je voudrais prendre l'exemple de ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qui se passe là-bas, ça peut se passer ici, demain. Bien sûr, aujourd'hui, ces groupes d'extrême droite, mais qui se revendiquent ouvertement du nazisme et qui organisent la chasse aux migrants, eh bien, ils se tournent, ils combattent aujourd'hui, bien sûr, les migrants, mais c'est un danger pour tout le monde. D'abord parce que les migrants, bien sûr, c'est une partie de nous-mêmes, et ces gens-là, on le voit bien, ils s'opposeront et ils combattront tous ceux qui leur sont opposés. Aujourd'hui, les manifestations, les contre-manifestations en Allemagne, eh bien, voilà, ça nous concerne au premier chef parce que tout simplement, c'est nous. Alors, voilà, la situation, elle est grave. Il faut mesurer qu'elle empire et que, encore une fois, la crise, les inégalités, l'exploitation, cette montée des idées d'extrême droite, elles ne sont pas le résultat de mauvais choix économiques. Elles ne sont pas le résultat de mauvais dirigeants politiques. Elles sont la résultante d'un ordre social. Elles sont la résultante des lois qui sont propres au capitalisme. Autant dire que les politiciens
qui prétendent à la tête de l'État, au sein des institutions, pouvoir imposer une politique qui redistribuerait mieux les richesses, qui régulerait un petit peu la finance ou le capitalisme pour éviter les crises, ou alors une politique qui prendrait davantage soin de la planète, eh bien ces dirigeants-là, qui nous promettent tout ça à la tête de l'État, ce sont des illusionnistes. Il n'y a pas d'autre voie pour les travailleurs que de renverser le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie. Alors voilà le premier point auquel je voulais arriver. Être communiste, c'est défendre la nécessité de renverser le capitalisme. C'est affirmer la nécessité d'exproprier la bourgeoisie et de réorganiser l'économie sur des bases collectives et planifiées démocratiquement pour sauver l'humanité de la barbarie. Alors le second point, bien sûr, c'est comment y parvenir. Est-ce qu'on y parvient par la voie de réforme, en prenant des places au sein même des institutions, de l'intérieur donc du système, ou est-ce qu'on y parvient par la révolution? C'est là aussi que les divergences avec bien des militants du Parti communiste apparaissent. Parce que sur le constat que je viens de faire, je pense qu'on sera d'accord, y compris dans les textes de la direction du Parti communiste, il est question de l'absurdité, de la folie du capitalisme, de l'impasse qu'il constitue pour l'humanité. Mais nous n'en tirons pas les mêmes conclusions. Nous en tirons des conclusions révolutionnaires. La direction du PC, elle, en tire des conclusions réformistes et électoralistes. Tout en écrivant des phrases du genre « Le capitalisme ne tombera pas comme un fruit mûr offert à la cueillette », la direction du PC brode autour du dépassement du capitalisme et appelle à la conquête des pouvoirs, d'après ses propres mots, la conquête des pouvoirs au sein des institutions. Autrement dit, à l'électoralisme et au réformisme le plus plat. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Après avoir été inféodé à la politique stalinienne, le PCF s'est transformé en parti réformiste et électoraliste qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Parti socialiste. Et pareil, alors disons à génération de Hamon. Alors c'est très bien, la discussion elle démarre, et c'est super, comme ça on va pouvoir l'alimenter tout à l'heure. Je reviendrai dessus. Mais c'est un fait que cette politique elle a été menée parce que ça fait donc des décennies que le Parti communiste est parti à la conquête des pouvoirs. Pour ce faire, il a soutenu bien des gouvernements dits de gauche, et y compris il a participé à bien des gouvernements de gauche. Il a même eu des ministres, tout le monde s'en souvient. Il a conquis la direction de grandes villes populaires, de départements, pour gérer l'économie, pour gérer la société dans le cadre du capitalisme. Résultat, le Parti communiste a fini par se renier, par renier un certain nombre de ses idées, par renier son idéal et par trahir les intérêts des travailleurs. Il y a peut-être dans la salle ici, je pense, des camarades qui peuvent mieux que moi raconter ce qui se passait quand il y avait des ministres qui accompagnaient Mitterrand ou quand il y avait des ministres qui accompagnaient Hollande, et comment, y compris, ils expliquaient à leurs camarades de parti dans les entreprises qu'il fallait être patient, qu'il ne fallait pas trop faire de remous, que les grèves, ce n'était pas forcément la gréviculture, ce n'était pas forcément la méthode à suivre, parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Alors, on a tous en tête le fameux discours de Thorez sur la grève et l'arme des trusts en 1945, mais y compris bien plus récemment. Combien de fois la direction du Parti communiste a pris à revers ses propres militants parce que pendant des années et des années, ils ont défendu l'idée qu'il fallait nationaliser et que les ministres au gouvernement ont assumé, ont cautionné, au contraire, des privatisations. Et c'est pareil
pour les licenciements, c'est pareil pour la fermeture de pans entiers de l'industrie, c'est pareil pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors, le fond du problème dans tout ça, il ne s'agit pas de tel ou tel homme politique ou de telle ou telle étiquette politique. Il ne s'agit pas de discuter des bonnes intentions ou de la bonne volonté de tel ou tel vis-à-vis des travailleurs. Le problème, c'est l'ordre social dans lequel on gouverne. C'est la classe sociale et les lois économiques auxquelles le gouvernement se soumet. Et tant que la bourgeoisie, elle règne du haut de sa propriété privée, du haut de ses capitaux, eh bien c'est elle qui impose sa dictature sur tout gouvernement, sur tout président de la République. Voilà, ça fait partie aussi du capital politique des communistes, de savoir que dans le cadre du capitalisme, dans le cadre de l'ordre bourgeois, eh bien tout gouvernement, c'est le conseil d'administration qui gère les affaires des capitalistes. En son temps, Blum, Léon Blum, là je renvoie donc aux années 30 et à la grande grève générale de 1936, Léon Blum avait expliqué s'être heurté au mur de l'argent. Dernièrement, on peut penser ce qu'on veut de la sincérité de Hulot, c'est pas ça la question. Mais regardez ce qu'il a expliqué quand il a démissionné, quand il a rendu son tablier. Bon, qu'il s'était heurté au lobby. Alors voilà, maintenant ça prend la forme des lobbies. La réalité, c'est ça, c'est qu'effectivement, on a beau avoir la vitrine gouvernementale, la réalité, c'est que ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir, qui dominent la société, qui prennent les décisions à la place de tout le monde, eh bien, ce sont les capitalistes. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les travailleurs, ils sont toujours confrontés à la même question, au même choix fondamental. Est-ce qu'on cherche une solution dans le cadre de la société capitaliste ou est-ce qu'on cherche à la renverser ? Et être communiste, eh bien, c'est vouloir le renversement du pouvoir économique et politique de la bourgeoisie, c'est vouloir la destruction de son pouvoir politique et de son État. Parce que son État, c'est aussi son principal instrument de domination. Alors voilà, être communiste, pour nous, c'est être révolutionnaire. La question aussi qui se pose après ça, c'est sur quelle classe sociale s'appuyer ? Qui pour faire la révolution ? Eh bien, la classe ouvrière, les exploités. Être communiste, c'est penser que la classe ouvrière est cette force révolutionnaire. Être communiste, c'est penser que la classe ouvrière a la capacité de réorganiser, de prendre le pouvoir, de conquérir le pouvoir, de construire son propre pouvoir et de réorganiser l'économie au service du plus grand nombre. Pourquoi la classe ouvrière ? Eh bien parce qu'elle fait tourner la société. Aujourd'hui, elle la fait tourner pour le compte de la bourgeoisie. Mais demain, elle est tout à fait capable de la faire tourner pour elle-même, pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Les travailleurs, ils n'ont pas besoin des capitalistes, ils n'ont pas besoin des actionnaires, ils n'ont pas besoin de ces parasites pour produire des voitures, pour fabriquer des salades, pour éduquer la population, pour la soigner. Exactement comme Marx, en 1848, l'expliquait, nous pensons, oui, que la classe ouvrière, elle est cette force révolutionnaire. Et elle l'est parce qu'elle n'a que ses chaînes à perdre. C'est en 1848, dans le manifeste du Parti communiste, que Marx avait mis ce rôle de la classe ouvrière, ce rôle révolutionnaire, la classe ouvrière en avant. En son temps, la classe ouvrière était bien moins forte et bien moins développée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'était beaucoup un raisonnement, c'était beaucoup une anticipation qu'il faisait. Mais depuis le temps, depuis 1848, eh bien, sur ce terrain révolutionnaire, on peut dire que la classe ouvrière, elle a fait ses preuves. Parce qu'on ne compte plus le nombre d'insurrections ouvrières, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier. On ne compte
même plus les tentatives de révolution, des grandes révolutions ouvrières, il y en a eu plusieurs. Évidemment, beaucoup se revendiquent ici, en France, de la Commune de Paris. Mais il faut aussi avoir en tête ce qui s'est passé au moment de la révolution russe. Parce qu'au moment de cette révolution, la classe ouvrière, elle a fait la démonstration ô combien enthousiasmante de ce qu'elle était capable de faire. Parce qu'au travers de la révolution russe, la classe ouvrière, elle a renversé le tsarisme, elle a renversé la bourgeoisie, et elle a commencé à réorganiser l'économie par en bas, sans compter, en se passant justement de tous ces bourgeois qui se barraient, qui avaient la trouille. Et elle a commencé à réorganiser l'État, la société sur ces bases-là. Et elle a réalisé un tas de choses que jamais aucun gouvernement bourgeois n'a fait dans une période de guerre, dans une période de pénurie, dans une période de destruction. Ces travailleurs, ils ont su prendre un certain nombre de décisions pour loger tout le monde, pour ravitailler, pour distribuer la nourriture, pour réorganiser la production par en bas. Alors je ne veux pas trop développer toutes les réalisations qui ont été faites dans cette période-là, mais je veux insister quand même là-dessus, sur le fait que même si le stalinisme a pris le dessus et a finalement confisqué le pouvoir aux travailleurs, ce qui a été fait ne doit pas être oublié, parce que nous, c'est une preuve de ce que la classe ouvrière est capable de faire. Et quand, justement, on est communiste révolutionnaire et qu'on aspire au renversement de la bourgeoisie et à la conquête du pouvoir par les travailleurs, eh bien, il faut se revendiquer de cette révolution russe. Et il faut réfléchir à ça, c'est que, au fond, être communiste, c'est placer sa confiance dans la classe ouvrière. Quel que soit aujourd'hui l'état d'esprit, le niveau de conscience des travailleurs, c'est placer sa confiance dans la capacité de la classe ouvrière de se lever et de prendre la place de la bourgeoisie qui dirige aujourd'hui. Je veux aborder aussi, pour finir, un autre aspect, c'est que être communiste, c'est être internationaliste. La classe ouvrière, elle est par nature internationale. Le capitalisme, il s'est mondialisé, il a conquis toute la planète, et la classe ouvrière, eh bien, elle est née dans tous les pays. C'est-à-dire des travailleurs qui n'ont que leur force de travail pour vivre, il y en a absolument dans tous les pays. Et puis, la classe ouvrière des pays impérialistes, comme la France, eh bien, elle s'est elle-même constituée au travers de vagues migratoires successives. Elle s'est constituée par les migrants venus de Belgique, de Pologne, d'Italie, du Portugal, de Côte d'Ivoire, du Mali, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Enfin, je risque d'en oublier. Mais par nature, la classe ouvrière, elle est internationale. Alors oui, l'internationalisme, c'est une question vitale pour les travailleurs. Le nationalisme et le patriotisme, ils ne peuvent que diviser et affaiblir le monde du travail. Et puis, c'est une tromperie. Fondamentalement, le nationalisme fait croire aux travailleurs qu'il peut partager des intérêts communs avec la bourgeoisie, avec leurs propres capitalistes, avec leurs oppresseurs. Le nationalisme, autrement dit, il enchaîne les travailleurs derrière la politique de la bourgeoisie. Il enchaîne les travailleurs derrière les intérêts de la bourgeoisie, c'est-à-dire derrière des intérêts qui leur sont opposés. On l'a vu plein de fois dans l'histoire. Le nationalisme, il transforme les travailleurs en chair à canon dans les guerres. Aujourd'hui, ce nationalisme, eh bien, il transforme les travailleurs en chair à canon pour produire des profits, toujours plus de profits, pour une minorité. Parce que derrière ces intérêts nationaux, derrière les intérêts généraux du pays, derrière les intérêts de la France, en réalité, il y a toujours les intérêts des capitalistes, les intérêts de Peugeot, de Bernard Arnault, de Mullier, les intérêts de la bourgeoisie. C'est un piège. Et c'est un piège dans lequel, non, bien sûr, la bourgeoisie a intérêt de nous entraîner. Mais quelle est la responsabilité des partis ouvriers à ce niveau-là? On peut se poser la question aussi. Parce que le pire, et ce qui a fait beaucoup plus, je dirais, de ravages dans la conscience ouvrière, c'est que les propres
les partis, les instruments que les travailleurs s'étaient construits pour leur propre libération ont aussi distillé les intérêts nationalistes. Et là, je parlerai aussi et je dénoncerai la responsabilité du Parti communiste dans la réhabilitation, par exemple, du drapeau bleu-blanc-rouge, dans la réhabilitation de la Marseillaise, donc dans effectivement cette propagande qui est l'exact opposé des intérêts des travailleurs. Et puis, aujourd'hui, le nationalisme, il prend peut-être des formes plus subtiles. Je veux parler de celle du protectionnisme ou du produire français. Le protectionnisme, c'est l'intervention de l'État qui protège les marchés de la bourgeoisie, de la concurrence. Autrement dit, ce protectionnisme, s'il protège quelque chose, ce sont les intérêts de la bourgeoisie. Et croire que cela déteindra forcément sur les travailleurs et que leurs propres intérêts ils seront défendus, encore une fois, c'est un leurre. C'est finalement exactement le même raisonnement que le raisonnement que Macron nous sert tous les jours. Faisons en sorte que la bourgeoisie prospère, que cette affaire prospère, et naturellement, cela découlera sur nos propres conditions de vie, sur le niveau d'emploi, etc., etc. Non, le protectionnisme, c'est encore une fois mettre en avant les intérêts de la bourgeoisie, mais c'est sûrement pas mettre en avant les intérêts des travailleurs. Et c'est pareil pour le produire français. Juste 2 mots là-dessus. C'est doublement réactionnaire quand on y réfléchit. Parce que mettre en avant cette revendication de produire français, c'est se mettre en situation d'implorer la bourgeoisie, de la supplier, de faire quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Parce que la bourgeoisie, elle s'en fout complètement de produire français. Elle veut produire ses profits, point barre. Et puis, deuxièmement, ce produire français, même lorsque les travailleurs auront conquis le pouvoir, même lorsqu'ils tiendront eux-mêmes les rênes de l'économie. Est-ce que ce produire français peut être une perspective ? Qui peut imaginer qu'on puisse dépasser le capitalisme en se coupant des échanges internationaux ? Les ressources naturelles, les sources d'énergie qui sont indispensables à la vie économique, eh bien, elles sont inégalement réparties sur la planète. Du simple fait de la variété climatique, des ressources naturelles. En réalité, ces échanges, cette mondialisation, cette circulation, eh bien, elle fait partie intégrante de la condition humaine. Et nous, ce que nous pensons, c'est que ce qui fera faire un bond à l'humanité, ce n'est pas de se recroqueviller sur soi-même, mais ce sera de mettre en commun les immenses moyens de production que l'humanité a développés. Ce sera de gérer rationnellement, à l'échelle mondiale, les ressources énergétiques ou les matières premières comme des biens communs à toute l'humanité. C'est faire travailler ensemble, à l'échelle de la planète, les chercheurs. C'est faire circuler les idées et la culture sans obstacle. Et c'est permettre à tous, évidemment, et pas seulement aux plus riches, de circuler, de voyager librement. Et cela, nous sommes convaincus que seule la classe ouvrière peut le réaliser en prenant le pouvoir. Alors voilà ce que c'est pour nous qu'être communiste. Bien, on va pouvoir commencer le débat. Donc, si des camarades ont envie de donner leur point de vue, poser des questions, même parler de leurs désaccords, ils sont les bienvenus. On est là pour débattre justement entre communistes, entre ceux qui veulent renverser le capitalisme. Ah, ok. Oui, bonjour à tous. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que dans l'évolution du monde du travail depuis le 19e siècle, à une époque, la bourgeoisie a renversé le pouvoir féodal. La bourgeoisie a renversé le pouvoir féodal pour prendre sa place, pour diriger la société. Et à ce moment-là, il y a eu un effort
un essor de l'économie et de l'industrie, chose que n'était pas capable de faire le pouvoir féodal. Donc c'est à travers l'exploitation des peuples d'Amérique et d'Inde et tout ça que s'est construit la bourgeoisie. On peut dire qu'à un moment donné, elle a eu peut-être une raison d'être dans cette société. Chose qu'aujourd'hui, elle est incapable de reconnaître, c'est qu'elle parasite. En fait, c'est un parasite de la société aujourd'hui. Parce qu'elle est incapable d'endiguer les problèmes qu'il y a à travers le monde. Parce que la société veut produire, mais elle est incapable de savoir quoi faire de ses déchets. Par exemple, la planète est en train de crever, en train de nous faire croire que la Terre ne peut plus absorber les 9 milliards d'individus, alors que c'est complètement faux. Hein. De toute manière, je crois qu'on jette 50% de ce qu'on produit. Moi-même, je vois dans mon milieu où je travaille, on jette à peu près 1200 tonnes sur le département de nourriture, parce qu'il faut pouvoir toujours produire plus pour l'histoire du flux tendu. Voilà. Donc, et puis, à une période du XIXe siècle, les patrons ils gagnaient 20 fois le salaire d'un ouvrier. Aujourd'hui, ils gagnent 400, 500 fois le salaire d'un ouvrier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de tout ce pognon, mec? Alors, il a qu'une trouille, c'est que il a peur d'être acheté par un autre plus requin que lui. Mais alors moi, franchement, moi je suis ouvrier, et moi ces problèmes, moi j'en ai un peu rien à foutre. Je me sens capable avec mes camarades, les gens de la classe ouvrière, d'organiser une société qui correspond à nos besoins. Lui, le gars qui gagne quelques 500 millions par an, je sais pas quoi, lui, il sait pas nos besoins, lui. Il croit qu'une mètre de pain nous suffirait, alors que lui, il lui faut un yacht de 120 mètres de long. Moi, je crois que c'est révoltant. Je crois que la bourgeoisie, elle a complètement perdu pied. Elle se rend même plus compte. On dirait qu'elle Steve de la coque, j'en sais rien, moi. Mais elle a complètement perdu pied des réalités. Elle est en train de faire crever la planète en disant que c'est nous qui sommes responsables. Parce qu'on utilise notre bagnole pour aller chercher nos gosses à l'école. Et eux, ils voudraient que quoi, qu'on y aille à pied. Et eux, ils continuent à avoir des avions perso. Il y a des mecs qui vont à New York tous les week-ends. Et puis, ils ont des yachts qui consomment je sais combien. Non, mais la bourgeoisie est indigne de diriger la société. Il faut qu'elle dégage, quoi. C'est un parasite. Oui, alors moi, j'ai une question un peu plus précise. Moi, je suis retraité de la sidérurgie Lorraine, 43 ans dans les laminoirs, donc c'est pas rien. J'ai une retraite que je qualifie de miséreuse de 1600 euros par mois. J'en ai pour 60 euros de ma poche tous les mois avec la CSG et tout leur cinéma. Et les retraités ne bougent pas. Alors comment faire pour réveiller un peu tout ça? Tous ces vieux qui ont cotisé, moi, à 43 ans, certains 40, certains, disons 20, et ça ne bouge pas. On est là, on est content. Comment on va faire pour qu'on arrête de taper sur les retraités? Voilà, c'est précis. Merci d'y répondre. Bonjour, merci pour le topo. Moi j'avais une question parce que je partage complètement vos idées sur ce que c'est d'être communiste révolutionnaire. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de militants encore en France qui se revendiquent de cette tradition-là, même des analyses voilà, de la stalinisation, de l'URSS, des échecs du PC, etc. J'ai l'impression que voilà, on fait ces analyses-là pour permettre de donner une pratique voilà, concrète dans la lutte des classes aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai qu'on sort d'un mouvement un peu au printemps des cheminots. Et je me demandais, pour vous, voilà, on a vu qu'est-ce que c'était qu'est-ce que ça n'était pas d'être communiste révolutionnaire. Dans la lutte des cheminots, qu'est-ce que c'est d'avoir une intervention en tant que communiste révolutionnaire et en tant que parti surtout qui se revendique de ces intérêts-là. Voilà.
Alors, merci pour ton intervention. C'était pas une question. Je peux que souscrire à tout ce que tu as dit. C'est sûr que la bourgeoisie, son système, il a toujours été fondé sur l'exploitation, sur l'oppression, sur le pillage des colonies, sur le commerce triangulaire, la traite des esclaves. Marx disait, voilà, c'est un système qui est né dans la boue et dans le sang. Oui, le capitalisme, c'est tout ça. Et en même temps, c'est vrai, tu l'as souligné, pendant toute cette époque, la bourgeoisie, elle a fait grandir les forces productives, grandir les moyens de production. Et tout en exploitant, en pillant, eh bien, elle produisait un certain nombre de choses qui étaient y compris utiles à la population. Y compris dans toute cette période, il y avait donc des retombées positives, même pour les travailleurs. Quand la bourgeoisie, elle fait tout un business pour construire des ponts, c'est quand même bien mieux pour nous que quand son business, elle le fait pour spéculer sur du blé, par exemple. Au moins, le pont, il est construit, on peut l'emprunter. Voilà. Donc, il y a effectivement toute une période où, y compris la bourgeoisie, elle a développé les forces productives et elle a permis donc à la société de progresser et en tout cas d'avoir les possibilités de se poser la question aujourd'hui. Il y a de quoi nourrir toute la planète, il y a de quoi loger tout le monde, il y a de quoi circuler librement. Pourquoi sommes-nous toujours confrontés à cette famine? Pourquoi sommes-nous toujours confrontés à ce sous-développement, à ces guerres, à ces rivalités, à ce gâchis, à ce gaspillage, tout ce que tu as expliqué? Et c'est là que, effectivement, la bourgeoisie, elle ne peut plus prétendre à la direction de la société. Oui, c'est une classe qui est devenue irresponsable et qui est devenue un obstacle à tout véritable progrès de la société. Et tu as développé aussi un aspect qui est important, c'est qu'elle-même, elle a perdu les pédales en quelque sorte. Elle a perdu la maîtrise de la société. Elle ne contrôle pas du tout son système économique. Alors, ce n'est pas un problème pour elle que demain, il y a à nouveau une crise financière du type de 2008. Elle sait très bien qu'elle a accumulé à nouveau tous les éléments explosifs pour qu'une telle crise se développe. D'ailleurs, vu que ça fait 10 ans que Lehman Brothers a déposé le bilan, aujourd'hui, tout le monde le dit. Une telle crise, elle peut nous péter à la figure d'un moment à l'autre. Eux-mêmes le disent. Mais de toute façon, ils savent pertinemment que dans une telle situation, eux, ils s'en sortiront. Eux, avec leur pognon, avec leur pouvoir, de toute façon, ils auront la possibilité de nous la faire payer à nous, leur crise. Donc, effectivement, cette classe bourgeoise, elle est devenue un obstacle à renverser. Quand ils nous expliquent qu'il faut des patrons, que toute la société, elle dépend d'eux, de leurs investissements, etc., tout ça, on le voit, c'est un mensonge qu'il faut expliquer et au contraire souligner justement que si on reste dépendant de cette classe sociale, on court, encore une fois, à la catastrophe à tous les niveaux, économiques, au niveau environnemental, au niveau de la situation, de la condition ouvrière. Donc voilà pour le premier point, mais on est d'accord, donc je ne vais pas développer plus. Alors après, tu as posé la question sur quoi faire par rapport aux retraites, et tu as dit... je touche 1 600 € de retraite, il y en a plein d'autres comme moi, et puis on est content. Je crois pas. Tu te trompes en pensant ça. Les gens qui ne se battent pas, qui ne vont pas dans la rue, ils ne sont pas contents de leur retraite. Personne n'est content de sa pension de retraite. C'est autre chose. C'est un manque de confiance, c'est une certaine démoralisation, c'est un certain découragement, c'est tout ça. Mais c'est pas qu'on se contente de ça. Tu sais, moi, je connais pas même de salariés qui soient contents de son salaire. Voilà, alors pourquoi ils bougent pas? Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que, nous, là, tu vois, tous autant qu'on est, je pense qu'on fait partie de ceux qui ont envie de bouger. Ce que je peux te dire, c'est que là-dessus, on peut pas agir sur le découragement des gens. On peut pas agir.
il viendra, à nouveau, il y aura des combats, il y aura des luttes. Tu penses que quand même ça traîne, je suis d'accord avec toi, si c'était que nous, ça viendrait plus vite. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, là-dessus, on n'a pas prise. Ce découragement, il a plein d'explications, mais moi, je ne veux pas trop non plus broder autour de ce truc-là, parce que l'essentiel, c'est pas là, c'est pas ça la question. La question, c'est toi. Toi, est-ce que tu restes, est-ce que tu te décourages, ou est-ce que tu continues de considérer qu'il faut se battre pour ces idées, qu'il faut se battre pour ces intérêts-là, et qu'il faut se battre pour une politique, qu'il faut mettre en avant cette nécessité de se battre pour les retraites, de se battre pour les salaires, de se battre pour les emplois, de se battre pour des conditions de logement, c'est-à-dire de se battre pour nos intérêts immédiats, matériels, et de se battre et dans ce combat, de dire, voilà, ce combat, il va de pair avec le fait de disputer le pouvoir de la bourgeoisie, de disputer sa situation dominante. Hein. Il va de pair avec se battre pour diffuser cette conscience qu'il faut renverser cette classe bourgeoise. Le problème, c'est ça, c'est est-ce que nous, qui gardons justement cette perspective, cette confiance que ça reviendra, est-ce que nous, on reste, on garde cette confiance dans la classe ouvrière pour changer le monde? Voilà, c'est ça la véritable question. Alors si c'est ça ta question, si tu me dis tu n'as plus confiance dans la classe ouvrière, eh bien moi je te dis, nous on a confiance dans la classe ouvrière. Parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Tu vas avoir confiance en qui? Dans la bourgeoisie? Dans tous leurs serviteurs politiques du genre Macron, etc., tous ces mecs-là qui se contentent de la catastrophe dont ils sont à l'origine, dont ils sont responsables. On ne peut avoir confiance que dans la classe ouvrière. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors nous, cette confiance, elle est y compris pas, c'est pas, une croyance en l'air. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une croyance en l'air. La classe ouvrière, elle a mené de grands combats. Elle en mènera à nouveau. Elle emmènera à nouveau, c'est forcé. Parce que le moral et la combativité, elle peut avoir des hauts et des bas. La combativité, elle peut être quasi inexistante. Mais la lutte de classe, c'est une réalité qui, elle, continue tous les jours. Tous les jours, elle fait ses ravages. Tous les jours, elle avance. Et elle nous impose de nous battre. Donc cette confiance dans la classe ouvrière, oui, il faut la garder, il faut se nourrir justement de tout ce que les travailleurs ont réalisé, et ils ont réalisé de grandes choses, et être convaincus qu'à nouveau, ils le réaliseront. Voilà. Alors, tu as posé la question de la pratique. Tu as dit, qu'est-ce que c'est être communiste révolutionnaire dans un mouvement, par exemple, comme celui des cheminots? C'est bien ça? J'ai compris ta question? C'est ça? Effectivement, moi, j'axe toute mon allocution, là, tout ce débat, pour dire que, voilà, se battre pour les intérêts matériels et politiques des travailleurs, c'est défendre un programme de classe, c'est défendre les intérêts des travailleurs à court terme et cette nécessité qu'ils ont de prendre le pouvoir. Donc, oui, ce qu'on a beaucoup à faire, c'est à faire cette propagande, à avoir ces discussions, à faire réfléchir. Ça fait partie de nos tâches militantes. Mais effectivement, il y a aussi plein de combats qui se déclenchent, qui existent, des petits, des plus grands combats. Et là aussi, être communiste, c'est avoir une certaine politique, une certaine attitude, un certain comportement dans ces combats. Et cette attitude... Ça recoupe aussi, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est justement faire confiance dans les travailleurs eux-mêmes, dans leur mobilisation, dans leur capacité à s'organiser. C'est rejeter tout comportement bureaucratique qui consiste à placer sa grève, son mouvement, dans les mains de professionnels, dans les mains d'appareils syndicaux, parce que prétendument, ils sauraient mieux comment s'y prendre, comment s'organiser, etc., etc. C'est militer dans le mouvement pour que les travailleurs, et je parle de n'importe quel mouvement, une lutte aussi petite soit-elle, c'est de militer pour que les travailleurs eux-mêmes décident de leur lutte, décident de comment ils s'organisent et réfléchissent au rapport de force, mesurent ce qu'il en est et prennent les décisions à ce niveau-là. Donc c'est faire en sorte que, voilà, d'aider les travailleurs
à reprendre confiance, voilà, dans leur capacité, bah oui, de diriger leur mouvement, de diriger leur lutte. Si nous pensons que les travailleurs sont capables de diriger la société, c'est bien parce que nous pensons, a fortiori, qu'ils sont capables de diriger leur mouvement, de diriger leur mobilisation. Donc, c'est de militer, voilà, pour entraîner le maximum de travailleurs à être actifs, à être conscients dans cette lutte et à s'organiser, à décider. Alors voilà, le type d'organisation que les travailleurs peuvent se donner dans ces grèves, elles peuvent être diverses et variées. C'est vrai que souvent, quand on pense qu'il faut qu'ils se donnent leur propre direction de leur lutte, en l'occurrence. Voilà, ça s'est pas du tout fait lors de la grève des cheminots. Lors de la grève des cheminots, c'est quand même les directions syndicales qui ont mené la lutte de A jusqu'à Z, qui ont donné le plan de grève. C'était carrément la grille de l'auto, tu n'avais plus qu'à cocher, sans que les travailleurs eux-mêmes puissent décider de comment on avait à s'organiser, comment il fallait s'y prendre pour avoir une chance de peser. Jamais ça a été cette possibilité-là. À plein d'endroits, les travailleurs dans les gares ont essayé de s'organiser, ont discuté, ont échangé, mais ils n'avaient pas véritablement la main sur la direction de leur grève. Mais en tout cas, nous, on a milité dans ce sens-là. Et c'est un principe, encore une fois. Nous ne pensons pas qu'on transformera la société sans les travailleurs eux-mêmes, sans leur activité la plus consciente, la plus forte. On sait que c'est quand les travailleurs agissent qu'ils mesurent leur force, qu'ils mesurent ce dont ils sont capables de faire, et y compris ce qu'ils sont capables de faire, ça dépasse tout ce que nous, on pourrait imaginer dans nos petites têtes, parce que justement, quand les travailleurs ils se mettent ensemble, ils peuvent soulever des montagnes. Et je dis ça, c'est pas qu'une formule. Pensez quand même, à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de masse, y compris de peuples, pas seulement de la classe ouvrière, mais des peuples colonisés. Moi, j'ai encore en tête ce documentaire sur la guerre du Vietnam qui montre comment les Vietnamiens ils se sont battus, mais quasiment à main nue, contre une armée suréquipée pendant des années et des années, et qui trouvait le ressort, l'énergie, le moyen sans cesse de retourner au combat. Donc voilà, on en revient toujours finalement à la même idée. Cette idée que, oui, le sort des travailleurs, il dépend des travailleurs eux-mêmes, de leur mobilisation, de leur conscience. Voilà. Et nous, toute notre politique, c'est de militer au sein de la classe ouvrière pour faire en sorte que cette conscience politique, elle progresse. Bon, est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent prendre la parole dans ce débat ? Ouais. Non, mais ce que je voulais souligner, c'est que... je voulais répondre aux camarades qui disaient que la classe ouvrière a été découragée, je crois, c'est ce que j'avais compris. En fait, ce que je ressens surtout, c'est que les travailleurs, ils ont tellement été baladés depuis des décennies par des politicards qui se disaient de gauche, mais surtout qui disaient qu'ils allaient prendre les choses en main. Ils n'ont jamais dit aux travailleurs organisez-vous. C'est ça aussi le problème. Et c'est que la bourgeoisie très maligne s'est accaparée ces gens-là. Et en fait, c'est vrai, ils ont baladé un peu les travailleurs. Les travailleurs, ils sont un peu dans... Ils sont pas idiots, les gens. C'est pas parce qu'ils ont été beaucoup à l'école qu'ils comprennent pas. Ils savent ce que c'est que l'exploitation. Ils savent ce que c'est qu'avec un salaire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors, les travailleurs, ils sont dans l'expectative actuellement. Ils écoutent, ils voient ce qui se passe. Moi, je cherche pas vraiment à les convaincre. Moi, je donne mes idées. Et s'il y a d'autres camarades comme moi qui pensent, c'est très bien, on fera quelque chose. Et puis il y a d'autres choses aussi, c'est que ce qui est lamentable, c'est que la société ne sait plus quoi faire de ces vieux travailleurs. Non seulement ils essayent de nous essorer jusqu'au bout et de nous jeter avant, s'ils pourraient nous foutre dehors à 60 ans, même si on n'a pas nos annuités, ils n'ont rien à foutre, on crèvera avec 1 000 €, mais c'est qu'après, la bourgeoisie ne veut plus prendre en charge les personnes âgées.
C'est le gros problème de la société parce qu'on nous raconte qu'il faut allonger l'espérance de vie. Ouais, mais c'est pour en faire quoi quand on touche 1 200 €? J'aimerais bien savoir comment on peut manger et se soigner et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a qu'une société communiste qui peut répartir justement le fruit du travail des travailleurs et de s'occuper de l'éducation des enfants et de s'occuper des vieux travailleurs. C'est par la répartition qu'on y arrivera, c'est non pas par l'accumulation ou par l'appropriation des moyens de production, tout ça. Non, c'est par la répartition. Donc le système qui avait été mis en place là après par la CNR, et du coup, les capitalistes actuellement voient que ça rapporte de l'oseille, alors ils veulent s'en approprier, bien sûr, en voulant tout privatiser, les maisons de retraite, les retraites, les soins, les mutuelles, et puis à la fin du compte, même si dans la campagne du Tout Vert disait qu'il fallait 1 800 € par mois pour vivre, je crois qu'il va falloir un petit peu rehausser un petit peu la barrière, parce que là, même avec 1 800, bientôt, si tout augmente, la CSG, la TVA, le gasoil, enfin j'en sais rien, moi, tous les logements, bientôt... non, camarade, je crois qu'il faut demander carrément 2000, je crois. Et encore, je dis 2000, mais ça c'est dans les mois à venir, parce que là, au train où vont les choses, si tout est racheté par les capitalistes, là, non mais nous on pourra jamais suivre, Déjà on aura nos parents en charge, et puis ils nous prendront jusque des générations futures et on sera endettés, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou... Bon, on va laisser Nathalie répondre. Ouais, c'est pas la fin, mais ça peut inspirer peut-être d'autres camarades. Mais bon, là, tu as souligné une revendication, et tu vois, on discute 1800, 2000, etc. En fait, c'est même pas tellement ça le problème. Parce que quand on y réfléchit bien, même demander 10 € d'augmentation, en réalité, c'est le même combat. Parce qu'en fait, c'est pas tellement... Quand on met en avant, on dit, pour vivre, enfin, je l'ai dit, donc c'était effectivement, il y a donc déjà 2 ans, que pour vivre, 1 800 €, c'est un minimum. On pourrait dire 2 000 €, mais je ne l'ai pas dit... comment dire, c'était pas une revendication de type syndical. Je le mettais en avant, cette nécessité-là, la répartition du travail entre tous, l'interdiction des licenciements, mais comme un programme de combat pour les travailleurs. Parce que ça, il faut le dire, c'est une revendication qui imposera un combat, je dirais même à mort, en fait, avec les capitalistes, et surtout dans la période que j'ai décrite. Vous avez cette période de crise économique où, effectivement, on a la bourgeoisie qui reprend tout, ce qui avait été construit, qui laisse pourrir ce qu'elle avait été construit quand ça lui coûte cher et que ça lui rapporte rien. Prenez ce qui s'est passé à Gênes avec l'effondrement du pont, prenez la politique de logement, prenez un tas de choses. La politique de la bourgeoisie aujourd'hui, c'est de revenir, c'est de reprendre, c'est une offensive générale qu'elle a. Et nous, on dit pas 1 800 € comme s'il s'agissait simplement de mettre ces revendications. Non, c'est un programme de lutte, de combat, et on sait que, y compris dans ce programme de lutte, ce qui sera en cause, ça va être en fait le pouvoir de la bourgeoisie. Ça va être l'ensemble de la société capitaliste. Vous savez tous mieux que moi ce que répondent les bourgeois quand on avance des augmentations de salaire ou quand on demande à l'État une augmentation des pensions de retraite. Ah bah oui, mais ça va nous mettre en faillite. Ça va mettre l'État en faillite. Ça va mettre l'entreprise en faillite. C'est effectivement... eh bien, nous, notre problème, c'est de pas marcher là-dedans. Si, effectivement, ça met l'État en faillite, comme ils disent, eh ben, ça veut dire que tous ces mecs-là qui dirigent, ces financiers qui gèrent l'État, il faut s'en débarrasser. Voilà, donc, ils nous expliqueront toujours, par A plus B, pourquoi c'est impossible d'augmenter les salaires dans le cadre des règles bourgeoises, dans le cadre de la concurrence, dans le cadre de la compétitivité. Et ils ont raison d'une certaine façon. C'est incompatible pour eux, de leur point de vue.
nous, 1 800 euros, 2 000 euros par mois pour les pensions de retraite, ça sera compatible en réalité qu'avec une lutte puissante du monde du travail et avec un recul de la bourgeoisie menacée, qui se sent menacée dans son pouvoir. Et au bout du compte, ça sera une véritable conquête lorsque on parviendra effectivement à l'exproprier complètement. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. C'est une question de... c'est un programme de lutte avec cette perspective, effectivement, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au renversement de la bourgeoisie. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner, y compris 10 euros, 20 euros, 100 euros d'augmentation de salaire. Oui, bonjour. Écoutez, je viens d'arriver à votre meeting. Je suis une adhérente du Parti communiste de la région Bretagne, du Nord Finistère à Morlaix. Moi, aujourd'hui, je continue et je perdure à dire que la richesse de la France, ce sont les ouvriers et les employés qui la créent. Donc, il n'y a aucune raison que cette richesse aille complètement aux actionnaires et aux patrons. Ils n'ont plus qu'à la partager au niveau des salariés, des employés. Les actionnaires, si ils veulent, oui, mais le pourcentage, il est plus que temps de la baisser, voire même le faire disparaître. Parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui que les salariés et les employés, ainsi que les retraités et notre jeunesse subissent cette politique de macrophage macroniste qui est en train de complètement nous hacher notre vie aux uns et aux autres. Toute la jeunesse les lycéens, les collégiens. Et aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question à savoir quel va être leur devenir. Quand on pense au parcours comment se fait-il que cette loi ait pu passer? Comment se fait-il que nos élus de gauche n'arrivent pas à percer et à arrêter et pour qu'on puisse abroger ces lois? Je pense que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont le peuple, les salariés, les employés, les retraités, la jeunesse, mais tout le monde confondu. Il faudrait qu'on se retrouve dans la rue pour que justement on leur montre qu'on est là et qu'on ne va pas se laisser faire et que les retraités aujourd'hui ont droit de vivre, ils ont cotisé pour, et qu'on arrête de diviser les générations pour mieux régner. Bon, il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, d'autres interventions? Bon. Oui, enfin, je suis d'accord avec toi, c'est dans la rue, c'est une question de rapport de force, mais ce qui est évident, c'est que, voilà, tu dis, il faudrait la partager, il faudrait baisser leur pourcentage, etc., etc. Il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on veut dire par dans la rue. Nous, on pense qu'effectivement, tout ça, on pourra en faire rabattre à la bourgeoisie et aux capitalistes, leur faire lâcher un peu du mou que lorsque vraiment ils prendront la peur de leur vie. Voilà, parce que, en fait, quand tu regardes dans l'histoire, il y a eu en 1936, mais parce qu'effectivement, il y avait une grève générale, parce qu'il y avait les occupations d'usines, parce qu'ils avaient eu la trouille de perdre, y compris la propriété de leur usine. Ils n'étaient plus maîtres chez eux et ils ont eu peur de tout perdre. Donc là, effectivement, le patronat, il a même pris les devants en proposant des réformes qui n'étaient même pas dans le gouvernement, dans le programme du Front populaire, en fait. Ça, c'est une chose. Donc, il y a le fait que ce rapport de force, il doit être... mais tu vois, y compris, ça suffit pas. Parce que si on prend même l'exemple de 36, ça a fait reculer la bourgeoisie. OK.
et ça l'a obligé à accorder un certain nombre de choses aux travailleurs. Mais enfin, ces avancées, elles ont vite été reprises. Elles ont été reprises parce qu'en fait, l'ordre social n'avait pas changé. Et parce qu'au bout du compte, c'est, ce que les travailleurs avaient été obtenus, ça avait été mis en avant pour leur dire, maintenant c'est bon, rentrez chez vous. On a fait déjà des pas de géant, on a conquis des choses qu'on n'avait même pas imaginées, maintenant rentrez chez vous. Et laissez le pouvoir dans les mains de la bourgeoisie. Et ne touchez pas à l'ordre social. Et puis, cet ordre social, effectivement, il a continué de perdurer. Et avec ces contradictions, avec cette crise économique, en fait, on n'avait absolument pas résolu, pas dépassé, et qui nous menait, effectivement, à la Seconde Guerre mondiale. Et les travailleurs, après avoir eu cette mobilisation générale, finalement, ils ont subi la situation, autrement plus gravement et autrement plus... avec des conséquences autres, parce que justement, ils n'étaient pas allés jusqu'au bout de leur combat. Parce qu'ils n'étaient pas allés jusqu'à prendre le pouvoir et à empêcher de nuire la bourgeoisie. Et ils n'ont pas pu éviter. On n'a pas pu éviter la Seconde Guerre mondiale. Donc, tu vois, il y a une question évidemment de rapport de force, mais toujours avec ce rapport de force, il ne faut pas oublier que voilà, si on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire, c'est pas seulement avoir une petite part, c'est pas seulement, tu vois, allez, les capitalistes, il faut vous satisfaire de 5%, et nous on prend 5%, on fait moitié-moitié. Non. Parce que le problème, c'est pas seulement un problème de partage, c'est un problème de qui dirige. Et c'est un problème de qui décide dans la société. Et si c'est eux qui prennent les décisions, ces décisions, elles peuvent aller que dans le sens que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire plus de rivalité, plus de guerre, plus de compétition, plus de... une lutte de classe qui reviendra en permanence. Donc si on ne va pas jusqu'au bout de ce combat, si on n'a pas dans la tête vraiment cette raison d'être, de dire on se bat, oui, on se bat pour nos intérêts matériels, mais on se bat pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le renversement de la bourgeoisie, qu'on lui pique le pouvoir et qu'on dirige, nous, les travailleurs, les exploités à sa place, on sera sans arrêt, enfin, en réalité, on sera dans la situation dans laquelle on se retrouve, nous, aujourd'hui, avec des combats qui ont été importants, qui ont permis à certaines époques, effectivement, d'offrir des avancées, et puis une situation qui va où on va de catastrophe en catastrophe. Voilà. Donc pour nous, c'est pas dissociable. Notre combat, il est... il faut, dans le même temps qu'on défend ses intérêts matériels, à court terme, avoir cette perspective-là, la garder, en faire la propagande, organiser les travailleurs autour de ça, même si on est minoritaire, même si on est à contre-courant, forcément, on le sera toujours à contre-courant, tant que les travailleurs ne se lèveront pas en masse. Voilà, mais il faut que nous, on garde cette perspective-là et qu'on la mette en avant. Et parler de révolution, de pouvoir ouvrier, c'est des choses, y compris, qui sont tout à fait possibles aujourd'hui. Quand les travailleurs ils mesurent cette crise de l'économie capitaliste, quand ils mesurent les ravages qu'elle fait sur la planète, quand ils mesurent ce danger de guerre dans lequel on s'enfonce, en fait. Donc voilà, c'est une seule et même politique. Et pour nous, c'est les luttes des travailleurs, ça va de pair avec cette idée de communisme, des idées communistes révolutionnaires. Bon, est-ce qu'il y a une dernière petite question sans regret? Alors, je reviens vers toi, Nathalie, puisqu'il est de mise de se tutoyer. J'ai cru comprendre que tu étais contre les syndicats. Donc, il y a très peu de gens syndiqués dans le privé, 3 ou 4%, peut-être 5%. Il va falloir que tu éclaires ma lanterne, parce que moi, je trouve qu'il faut être syndiqué. C'est important. Je ne suis pas spécialement CGTiste, ni CFDT, ni FO, ni quoi que ce soit, mais j'ai toujours été syndiqué. Alors, éclaire ma lanterne. Pourquoi tu es contre les syndicats? Merci. Merci de poser ta question, parce que là, effectivement, on ne s'est pas compris. Moi, je pense que,
Bien sûr qu'il faut être syndiqué, parce que voilà, être syndiqué, s'organiser à l'échelle de l'entreprise, bah, c'est la première étape pour riposter face à la lutte de classe qu'il y a dans toutes les entreprises au quotidien. Donc c'est le devoir de tout travailleur conscient et combatif que d'être syndiqué et de se battre pour faire avancer ses intérêts, ça c'est sûr. Mais je fais une différence entre les militants syndicaux et ces appareils syndicaux qui ont été construits et qui échappent bien souvent, quasiment tout le temps, en fait, à la base militante. Des appareils syndicaux qui commandent d'en haut ce que les travailleurs doivent faire, qui leur disent de descendre dans la rue tel jour, un tel autre, et puis alors les retraités c'est tel jour, les fonctionnaires c'est un autre jour, et puis les autres... C'est ça que je critique. Et effectivement, ces appareils syndicaux, en réalité, eux, ils sont profondément intégrés à l'appareil d'État. Ils sont profondément intégrés au système. Ils sont, d'ailleurs, ça devient quasiment des institutions dans les institutions qui sont amenées, voilà, à discuter avec l'État de comment on gère telle chose, Et cette politique-là, on sait qu'elle se retournera contre les travailleurs. Cette politique de dire il y a des limites à ne pas dépasser, il y a des choses à ne pas faire. Voilà. Combien de fois ces appareils syndicaux, ils ont pesé contre les grèves, contre le mouvement, contre son développement, contre sa généralisation. On a fêté les 50 ans de mai 68 il n'y a pas bien longtemps, où on a décortiqué un petit peu la politique des syndicats pendant mai 68. Où tous les camarades qui étaient dans les entreprises ont raconté comment les appareils syndicaux ont tout fait pour courir après le mouvement, parce que le mouvement il s'était déclenché dans la jeunesse étudiante, donc en dehors des syndicats, mais en même temps elle attirait un certain nombre de jeunes ouvriers. Et ça bouillait du côté des entreprises. Et les syndicats sont arrivés pour récupérer le mouvement, mais en faisant en sorte de geler, de neutraliser toutes les discussions qui pouvaient justement ouvrir des perspectives aux travailleurs, en faisant en sorte de prendre la direction du mouvement, de demander aux travailleurs, rentrez chez vous, c'est bon, on vous rappelle pour telle grève générale, pour telle journée, pour telle journée, pour telle journée. Voilà. Donc autant, si tu veux, je pense que les syndicats, c'est la première école de la lutte de classe et la première école de combat pour les travailleurs, autant je pense que les appareils syndicaux, les directions syndicales centrales, elles jouent un rôle de frein, elles jouent un rôle bien souvent donc contre les travailleurs qui pourraient s'organiser, qui pourraient développer leur mobilisation en prenant eux-mêmes les rênes de leur mouvement. Voilà. Donc, j'ai peut-être pas épuisé toute la question et tout est... mais bon... je ne sais pas quel exemple encore prendre, mais voilà. Alors évidemment, quand il n'y a pas de mobilisation, quand il n'y a pas de mouvement, ils sont là à mettre en avant un certain nombre d'intérêts, ok. Mais dès qu'il y a une mobilisation d'envergure, de masse, tu peux regarder en détail la politique des appareils syndicaux, c'est de prendre le contrôle de la situation pour que justement elle ne n'aille pas trop loin, elle ne... J'ai même du mal à dire les mots, mais qu'elle ne dégénère pas. Fallait voir les termes utilisés par la CGT en 68 contre les 68ards, contre tous ceux qui étaient dans le mouvement. Des irresponsables, enfin tout ce que tu veux. Et immédiatement, la politique de la CGT, ça a été de contacter le gouvernement, les ministres, d'être reçus à l'Élysée, de négocier sur qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut, etc., pour éteindre l'incendie. Ça, c'est une politique contraire
justement à une politique révolutionnaire, de dire eh bien cette révolte, cette mobilisation, eh ben, il faut effectivement que les travailleurs ils la dirigent, qu'ils mettent en avant leurs intérêts, et ces intérêts-là, c'est aussi justement de contester l'ordre social. C'est sûrement pas de le pérenniser parce qu'il serait contesté, c'est d'aller jusqu'à le contester, cet ordre social. Alors voilà, c'est plus difficilement visible quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas de lutte, quand il n'y a pas de mobilisation d'envergure de la classe ouvrière, mais ce rôle-là des directions syndicales, il est évident à chaque fois qu'il y a un peu des mouvements sociaux menaçants pour la bourgeoisie. Bon, je crois qu'on va clore ce débat. On peut continuer la discussion en plus petit comité. Je vous invite aussi à passer à notre table de presse où il y a beaucoup d'ouvrages sur le mouvement ouvrier, les idées communistes, notre journal Lutte ouvrière. Et puis pour ceux que ça intéresse, on organise aussi un meeting du cercle Léon Trotsky, le vendredi 19 octobre à la Mutualité à Paris, sur justement à l'occasion des 80 ans de la fondation de la 4e internationale, sur le trotskisme, parce que pour nous le trotskisme c'est le communisme, c'est le communisme d'aujourd'hui, le seul programme pour l'émancipation des exploités.